Bonjour, chers étudiants. Nous entamons dans cette séance un deuxième mode de gestion des services publics, à savoir l'établissement public. Il est traditionnel de distinguer deux catégories de personnes morales administratives décentralisées. Les collectivités territoriales et les personnes administratives spécialisées, caractérisées, comme l'indique l'épithète spéciale, par le fait qu'elles ont pour objet une activité particulière, essentiellement la gestion d'un service public. Ce sont les établissements publics. Le procédé de l'établissement public implique la création d'une nouvelle personne morale de droit public, distincte de celle de l'État ou d'une collectivité territoriale. À ce titre, le procédé de l'établissement public relève donc de la décentralisation, sous la forme de la décentralisation par service. Souvent, le procédé de l'établissement public apparaît comme une simple technique d'administration. Il s'agit, au nom d'une plus grande efficacité de l'action administrative, de donner une certaine autonomie d'action aux moyens mis au service d'une activité déterminée. Donc on va passer tout d'abord en revue la définition de l'établissement public avant de traiter le droit commun de ces établissements. La définition de l'établissement public et les rapports qui existent entre cette notion et les notions voisines. L'idée de départ paraît simple. Il s'agit de remettre une activité considérée comme importante pour la collectivité, généralement un service public, à une nouvelle personne morale de droit public, spécialement créée à cet effet et qui, dans l'exercice de cette activité, dispose d'une certaine autonomie. Quels sont donc les éléments constitutifs de l'établissement public? L'établissement public est une personne morale. La personnalité de l'établissement public en fait un sujet de droit distinct de la personne morale de droit public qui le crée, même si cette dernière conserve, sous la forme de la tutelle, le contrôle de cet établissement. L'établissement public possède donc un patrimoine propre, il est sujet de droits et d'obligations. Et de façon générale, il bénéficie de l'autonomie financière. À cet égard, il dispose d'un budget propre, distinct de celui de la collectivité qu'il a créée. Ceci lui assure, en droit, une certaine autonomie de gestion dans le cadre de la tutelle exercée sur lui par l'organisme créateur. L'établissement public est une personne morale de droit public. La personnalité des établissements publics est toujours une personnalité de droit public, quel que soit par ailleurs l'objet de chaque établissement et son mode d'organisation. Ceci conduit à distinguer l'établissement public des institutions de caractère privé. L'établissement public est une personne de droit public assurant généralement une mission de service public. Cette dernière caractéristique contribue à distinguer l'établissement public des autres personnes morales de droit public. L'établissement public est une personne spécialisée. Qu'en est-il des notions voisines de l'établissement public? Tout d'abord, quelle relation existe-t-il entre établissement public et service public? L'établissement public et service public sont des notions qui se situent sur des plans différents. L'établissement public est un organisme, une personne juridique avec ses organes d'administration, sa dénomination et ses biens. Le service public caractérise une activité. Ainsi, pour illustrer la distinction, une université, un hôpital sont des établissements publics et ils sont investis chacun d'une mission de service public. Les établissements d'utilité publique sont des groupements privés auxquels, en raison d'un certain intérêt qu'ils représentent, a été octroyée la reconnaissance d'utilité publique. Ils se distinguent donc des établissements publics qui sont, dans tous les cas, des personnes publiques. Le critère de la distinction a donné lieu à une jurisprudence abondante et complexe. L'idée fondamentale est que le juge doit rechercher quelle a été l'intention des créateurs de l'institution. Lorsque cette intention est explicite, et il l'est de plus en plus souvent depuis une trentaine d'années, il n'y a pas de problème. Mais il arrive que l'intention du législateur n'apparaisse pas clairement. La jurisprudence a eu, de ce fait, à dégager les critères de la distinction. Deux grands critères ont d'abord prévalu.
D'une part, le critère tiré de l'initiative de la création de l'établissement. Pouvoir public, quand il s'agit de pouvoir public, il s'agit d'un établissement public. Quand il s'agit de l'initiative privée, il faut dire qu'il s'agit d'un établissement d'utilité publique. D'autre part, le critère tiré de la détention par l'établissement de prérogatives ou privilèges de puissance publique, dans ce cas-là, c'est un établissement public. Puis, la jurisprudence, sans abandonner ces critères, on a ajouté d'autres. Règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, degré du contrôle exercé sur lui par les pouvoirs publics, procédé de financement, mode d'établissement du statut du personnel. La jurisprudence combine en un faisceau d'indices tous ces critères susceptibles d'éclairer sur l'intention supposée du législateur. Enfin, la notion d'entreprise publique ne peut être saisie que par l'utilisation cumulative de trois critères qui se situent dans des domaines différents. D'abord, un critère juridique. L'entreprise publique est une institution investie de la personnalité morale. Elle a un patrimoine qui lui est propre, des droits et des obligations comme tout sujet de droit. Ensuite, un critère d'ordre administratif. L'entreprise publique est soumise à un contrôle particulier de la part de l'État ou d'une collectivité locale. Ce contrôle spécifique s'ajoute au contrôle général de police qui pèse sur tous les agents économiques. Enfin, un critère économique. L'entreprise publique a un objet industriel ou commercial d'ordre économique. En ce sens, il agit normalement comme un commerçant et son activité est tournée vers la réalisation de bénéfices. Ainsi, la notion d'entreprise publique est bien davantage une notion d'économie politique, d'économie publique, qu'une notion strictement juridique. L'application des trois critères cumulatifs conduit à constater que les entreprises publiques peuvent revêtir des formes juridiques très différentes. Parmi ces formes juridiques concevables, l'établissement public peut être une structure d'accueil d'une entreprise publique. Il en est ainsi chaque fois que cet établissement se soit confié l'exercice d'activités de caractère industriel ou commercial. Les trois critères de l'entreprise publique sont alors présents et il faut conclure que les établissements publics industriels et commerciaux sont des entreprises publiques. Maintenant, on passe au droit commun des établissements publics. Commençons tout d'abord par la classification des établissements publics. La classification qui a le plus de portée juridique est incontestablement celle qui permet de distinguer les types d'établissements publics assujettis à des régimes juridiques différents. Établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics administratifs. On distingue entre les établissements publics nationaux et les établissements publics locaux. Le critère n'est pas pris du ressort géographique d'activité ou de l'implantation de l'établissement public, mais de l'identité de la personne publique à laquelle elle est rattachée. Quand il s'agit de l'État, il s'agit d'un établissement public national. Quand il s'agit d'une collectivité territoriale, il s'agit d'un établissement public local. Il appartient normalement au législateur ou à l'autorité réglementaire, selon le cas, au moment de la création de l'établissement public, d'opérer la qualification du celui-ci. Pourtant, le juge ne se tient pas, parfois, pas pour lier par cette qualification dont il aménage les conséquences. Le juge ne tient pas la qualification organique de l'établissement pour déterminante. Il considère les activités déployées en elles-mêmes et leur applique le régime juridique et contentieux correspondant. La qualification organique de l'établissement n'est pas rejetée, mais elle est comme corrigée ou complétée par une analyse autonome de la nature des missions exercées. Deuxième principe, c'est le principe de spécialité. Ce principe signifie que l'activité de l'établissement public est limitée au service ou aux services au pluriel qu'il a pour mission de gérer et qu'il ne peut employer son patrimoine et ses moyens à d'autres fins. Ce principe de spécialité ne signifie pas l'unicité des attributions de l'établissement. Il appartient au texte institutif de déterminer là où les activités qui seront confiées à cet établissement. On a ainsi exposé que ce principe
ne s'opposait plus aujourd'hui dans les jurisprudences administratives judiciaires à l'exercice d'activités complémentaires ou accessoires de l'activité principale correspondant à l'objet spécifique de l'établissement. Un pas de plus a été franchi lorsqu'on a admis que ce principe ne faisait pas obstacle à des extensions d'activités répondant simplement à des impératifs de bonne gestion commerciale du service, équilibre financier de l'entreprise, intégration des productions, utilisation des sous-produits, etc. L'interprétation que le juge donne du principe de spécialité dans chaque cas particulier est fonction de l'importance de l'initiative privée existante et qui risque d'être concurrencée par cette extension des activités de l'entreprise publique. Qu'en est-il maintenant de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement public? L'autonomie de l'établissement public se traduit par la présence à sa tête d'organes directeurs qui lui sont propres. L'établissement public, personne morale, possède d'autre part un patrimoine, des biens matériels. Dans le domaine financier, l'autonomie de l'établissement public se traduit par l'existence d'un budget ou d'un état prévisionnel de recettes et dépenses autonomes, c'est-à-dire distinct de celui de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et adopté par les organes compétents de ce dernier. Ce budget spécial est alimenté par des ressources propres, libéralités, emprunts, subventions, taxes affectées, redevances éventuellement perçues sur l'usager, tout ça affecté à ses dépenses. L'autonomie de l'établissement public comporte comme contrepartie l'existence d'un contrôle exercé par le pouvoir central ou ses représentants. Ce contrôle obéit aux principes généraux de la tutelle administrative et est organisé selon des règles diverses pour les différentes catégories d'établissements. S'agissant de la création des établissements publics, l'article 71 de la Constitution marocaine range parmi les matières qui relèvent de la loi la création des établissements publics. Un établissement public nouveau ne peut donc être créé que par une loi. L'autorité administrative peut seulement créer un nouvel établissement public dans une catégorie existante et selon les règles de compétence que la loi elle-même a fixées. Pour ce qui est de la suppression des établissements publics, elle peut résulter soit de la suppression de l'activité dont la gestion lui est confiée, soit du retrait de la personnalité morale, auquel cas le service public géré subsiste, mais devient un service public en régie directe. Voilà donc, on arrive au terme de cette séance consacrée à l'établissement public. La séance prochaine portera sur les modes de gestion de services publics par les personnes privées et on insistera davantage sur la concession comme mode de gestion des services publics. À très bientôt.